Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, à peine démarré, déjà menacée. La CGT a claqué la porte ce matin de la conférence de financement de la réforme des retraites. Elle dénonce un compromis impossible avec le gouvernement. À l'Assemblée, c'est aussi la bronca sur tous les bancs de l'opposition. On n'est pas loin du blocage. La discussion est totalement enlisée dans des batailles de procédure. Retraite, le débat impossible, c'est la question du grand débat ce soir sur ce plateau. La nouvelle ENA verra bien le jour en 2022, foi du Premier ministre Édouard Philippe. Comment ce symbole de l'entre-soi et de la reproduction des élites va-t-il faire sa mue? Ouverture à la diversité, tronc commun pour les futurs hauts fonctionnaires. On va en parler ce soir avec celui qui a planché pendant des mois sur cette réforme. Frédéric Thiriet est notre invité. Et puis, il ne s'est pas expliqué depuis que son syndicat a quitté la table des négociations. Dans cette bataille des retraites, il joue gros, très gros. Sa stratégie peut-elle payer la rue contre le gouvernement alors que le mouvement s'essouffle? Philippe Martinez est notre grand témoin ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Philippe Martinez. Bonsoir. Bonsoir. Et merci donc d'être notre grand témoin le jour où votre syndicat quitte les négociations, cette fameuse conférence de financement qui vient de démarrer avec l'ensemble des partenaires sociaux. Vous nous direz évidemment pourquoi vous avez pris cette décision. On va y revenir longuement. Votre regard aussi sur cette impasse à l'Assemblée nationale sur les retraites nous intéresse aussi. On en parle ce soir avec vous, Jacques Maire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche des Hauts-de-Seine, l'un des rapporteurs de la réforme des retraites. Elsa Fossillon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Députée communiste des Hauts-de-Seine. Et Dominique Corona, bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UNSA, qui participe toujours à cette conférence de financement. L'UNSA Transport, en revanche, avait appelé à une journée noire à la RATP qui s'est soldée par un échec. On va y revenir. Merci à tous les quatre de participer à ce Ça vous regarde en direct. Je vous donne la parole dans un instant, mais celui qui ouvre le bal, c'est Stéphane Blakowski, dans son billet, si j'ai bien compris. Tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphane. Installez-vous, si j'ai bien compris, ce soir. Eh bien, si j'ai bien compris, Myriam, la CGT ne lâchera rien. Elle est bien décidée, elle est jusqu'au bout pour faire annuler cette réforme des retraites. Alors, évidemment, on se dit poser comme préalable l'annulation de la réforme, ça laisse peu de marge de négociation, mais après tout, c'est vrai qu'à partir du moment où on est d'accord sur rien, si la CGT et le gouvernement n'ont aucune position conciliable, à quoi bon se réunir autour d'une table? C'est un petit peu ce que disait ce matin Catherine Perret sur Radio Classique. La conférence des financements est morte, mais ce n'est pas une surprise pour la CGT, puisque dès le départ, à partir du moment où le Premier ministre avait fixé comme objectif de ne pas augmenter les cotisations sociales, évidemment, il ne restait qu'un paramètre, c'est l'âge pivot. Ce qui m'alerte, c'est que le MEDEF et le gouvernement, c'est le même combat. Et d'ailleurs, la CGT, compte tenu de cette absence de possibilité de travailler sérieusement pour financer les améliorations des droits dans le cadre du régime actuel, a décidé de quitter la conférence de financement. Voilà, alors comment a réagi le gouvernement à cette annonce? Bof, ils n'ont pas été spécialement émus, j'ai l'impression. Le seul qui a été vraiment un peu surpris, c'est Yves Verrier, le patron de Force ouvrière, qui disait ce matin dans le Figaro, je ne comprends pas, Philippe Martinez ne m'a pas du tout prévenu de son intention de quitter la conférence. Bon, je ne sais pas, vous répondrez tout à l'heure, mais en tout cas, côté gouvernement, eux, pas de surprise. Nous regrettons donc la décision de la CGT, mais au fond, nous considérons qu'elle n'est pas vraiment surprenante, compte tenu de l'opposition de principe qu'a eu cette organisation syndicale à la réforme des retraites. Alors, est-ce que ce départ de la CGT peut torpiller cette conférence de financement? Moi, j'ai l'impression que les Français sont plutôt habitués au fait que la CGT et le gouvernement ne soient jamais d'accord sur rien, donc c'est pas vraiment une surprise. Celui qui pourrait en revanche torpiller la conférence, c'est Laurent Berger de la CFDT s'il claquait la porte. Là, oui, la conférence serait torpillée. D'ailleurs, je pense que Berger a l'air conscient un petit peu de ce rapport de force avec le gouvernement, puisque dans le JDD ce week-end, il disait attention, ce n'est pas parce que ça s'appelle conférence de financement qu'il faut considérer que l'équilibre financier doit être la priorité. Donc on en revient à une opposition traditionnelle entre syndicalistes réformistes et syndicalistes plus contestataires. Alors, ne contestons pas le fait que la CGT soit plutôt contestataire, mais on ne peut pas dire non plus
que la CGT est opposée par principe à tout ce que dit le gouvernement sans jamais rien proposer. Au contraire, ils efforcent, eux, d'avoir une alternative. Ce matin, Catherine Perret disait, attention, on ne dit pas juste non. Avec l'intersyndicale, on va faire une conférence alternative pour trouver d'autres solutions pour trouver l'équilibre financier. Donc voilà quelques pistes qu'elle annonçait. Il y a plein d'argent possible et disponible dans ce pays. On a réussi, nous, à dégager à peu près 85 milliards d'euros par an, simplement en menant une politique sur les salaires, sur la qualité de l'emploi, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, en mettant fin aux exonérations, en taxant les entreprises, particulièrement les grosses entreprises. Alors, au bout du compte, à votre avis, est-ce que la CGT a une chance de faire plier le gouvernement ? Je ne sais pas comment miser là-dessus, mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est pas gagné. Parce que la mobilisation des manifs est plutôt en baisse. L'idée de grève générale n'a pas vraiment pris. On sent que certains adhérents de la CGT se radicalisent un peu. Il y a des blocages, des opérations contre d'autres syndicats. Mais tout ça m'a pas l'air très efficace. Et en fait, je me demande si la CGT, mais bien sûr, c'est juste une question, ne devrait pas s'interroger un petit peu sur l'efficacité de ces méthodes, puisque quand on reprend la liste des différentes mobilisations, en 2016, mobilisation contre la loi El Khomri, bon, échec. En 2017, mobilisation contre les ordonnances Macron, échec. En 2018, mobilisation contre la réforme de la SNCF, échec. Bon, 2019, c'était l'année des Gilets jaunes, la CGT passe à côté. Cette année, si en 2020, il y a encore un échec de la mobilisation contre la réforme des retraites, ça a commencé à faire beaucoup. Alors, évidemment, c'est un peu facile de dire ça de l'extérieur, mais on se dit, est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre un petit peu en cause le plan de l'action de la CGT ? D'ailleurs, M. Martinez avait lancé une consultation cet été auprès des adhérents en disant, mais voyons voir comment on pourrait peut-être changer tout ça. Vous répondrez, hein, mais la consultation n'a pas eu le résultat, donc on ne peut pas trop savoir ce qu'en pensent les gens de la CGT. En revanche, il y a un sondage qui a été fait par le CEVIPOF, c'est un truc de Sciences Po, un cabinet d'études politiques. Ils ont demandé aux Français, mais pourquoi, selon vous, il y a une défiance vers les syndicats en France ? Pourquoi il y a si peu de syndicats en France ? Réponse numéro 1, parce que les syndicats sont trop politisés. Alors voilà. Ça, c'est juste une hypothèse, évidemment, mais si la CGT a perdu son rôle de premier syndicat de France par rapport à la CFDT, je me demande si ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la CGT est plus perçue comme une organisation politique qui combat le gouvernement plutôt qu'une organisation syndicale qui combat pour les salariés. Alors, il y a beaucoup de choses dans le billet de Stéphane, mais on va reprendre point par point. C'est du réchauffé quand même. Hein. C'est des commentaires qu'on doit entendre depuis 20 ans. Bon, mais... depuis 20 ans, la CGT n'a pas beaucoup évolué, il faut dire. Déjà, revenons à l'actualité. Philippe Martinez, depuis le début de ce bras de fer sur les retraites, vous avez toujours accepté de vous rendre aux invitations du gouvernement, à discuter. Toujours, vous dites toujours, si on est convié, que ce soit à l'Élysée, que ce soit avec les partenaires sociaux, vous y allez. Pourquoi la CGT s'en va aujourd'hui ? Premièrement, la CGT, elle était présente hier. Vous savez qui était absent hier ? Vous allez me le dire. Les deux ministres en charge du dossier. Qui fait la politique de la chaise vide. Les deux ministres, nouveaux d'ailleurs, donc je sais bien qu'ils maîtrisent les dossiers, mais les deux seuls absents hier, c'était les deux ministres. Olivier Véran, Laurent Pietraszewski. La conversation. Après, vous êtes l'avocat des ministres en plus. Vous êtes le procureur contre la CGT et l'avocat des ministres. Les gens qui n'auraient pas entendu les ministres. Allez, on va écouter Philippe Martinez. Là, on écoute Philippe Martinez, et donc je vous dis, les deux seuls absents sur quelque chose d'essentiel. La conférence de financement, les deux seuls absents, c'était les deux ministres en charge des dossiers. Ça, c'est la première chose. Donc hier, qu'est-ce que nous avons fait ? Je vous ai ramené les documents, et on est les seuls à l'avoir fait. On a expliqué pourquoi les fameux 12 milliards, qui d'ailleurs, à la fin de la réunion, se sont transformés en 113 milliards. Il y a eu une inflation... Donc, les 12 milliards de déficit, c'est dans le rapport du corps, et le gouvernement dit même 100 milliards à terme. 113, il faut être précis. On était à la réunion, donc on a bien écouté, donc... Il y a eu une inflation du déficit des caisses de retraite entre le début de la réunion et la fin. On est passé de 12 à 113. On a donc démontré par un expert indépendant qui n'est pas à la CGT, qui s'appelle Michael Zemmour, qui a démontré au tableau noir que ce déficit était surfait. La deuxième chose, on a fait des propositions. Voilà, je vous les montre. Ça a été présenté hier à la conférence de financement. Vous voyez que la CGT fait des propositions. On a été les seuls. Notez-le. J'ai lu votre site internet, j'ai vu les propositions notez-le parce que vous avez oublié de le dire. On a laissé parler Catherine Perret, c'est injuste. Des propositions pour financer le système des retraites avec votre réforme à vous, qui n'est pas évidemment celle du gouvernement. Pour améliorer le système actuel, parce que nous considérons que ce système a des imperfections, puisque évidemment on n'est pas dans la même situation qu'on était à la Libération, et puis des gouvernements successifs ont fait en sorte que les recettes s'amoindrissent, et donc on a des problèmes de financement, donc on a fait des propositions concrètes
Et donc pour vous, le premier responsable de l'impasse... Je finis, des propositions concrètes avec le financement qui va avec. Donc on est confronté à 2 propositions, celle du gouvernement et celle de la CGT. Donc il y a des choix à faire. Or, vous le savez bien, et vous l'avez rappelé, enfin en tout cas Catherine Perret l'a rappelé, le MEDEF et le Premier ministre disent il ne faut pas toucher au salaire. Il ne faut pas toucher au salaire. Donc on nous dit vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pas ça, pas ça, pas ça. Cette modalité de conférence de financement, c'est nous qui l'avons demandé. Laurent Berger aussi, il a demandé. Les modalités, on avait demandé, mais on n'était pas passé à la télé pour le dire, nous. Les modalités, c'est nous, et le Premier ministre nous a dit, oui, vous venez avec vos experts, et on fera projet contre projet. C'est ce que nous avons fait. Donc il n'y a pas de dialogue possible avec le gouvernement. Non, le gouvernement doit faire des choix. Le gouvernement doit faire des choix. Soit il donne raison au MEDEF, soit il écoute les syndicats. C'est ce que nous allons voir. Sauf que il y a 3 réunions prévues, vous le savez, ça doit finir fin avril. Nous sommes interpellés par des députés. J'étais en audition ce matin, qui nous disent, on nous propose, on nous dit, vous discutez d'une loi, on va discuter d'une loi et on va voter une loi. Et vous, à côté, vous discutez des financements et vos résultats, si j'ai bien compris, on les connaîtra après le vote de la loi. Donc on a dit, accélérons le mouvement. Et donc on est capable, en une seule réunion, de dire, voilà pourquoi il n'y a pas de déficit sur les caisses de retraite, et voilà les propositions. Donc pour prendre un exemple concret, vous êtes en dehors donc maintenant de cette conférence de financement avec les partenaires sociaux, vous donnez par exemple vos propositions sous forme d'amendement laissez-moi terminer. À une députée communiste qui pourrait les reprendre. Qu'est-ce qu'a voulu dire Catherine Perret? C'est que maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement, il faut répondre rapidement à ces 2 projets pour que les députés puissent faire des choix en connaissance de cause. Et donc, on va de nouveau interpeller le gouvernement en disant « Dépêchez-vous de donner votre avis sur ce qu'on vous a proposé et on verra ce qu'on fait. » La prochaine réunion est dans 3 semaines, donc, si je ne me gourre pas. Peser de l'intérieur, pour vous, n'est plus utile. C'est bien ça. Nous avons... Parce qu'on pourrait quand même se dire que peser à l'intérieur d'une conférence sociale avec les partenaires sociaux pourrait avoir un intérêt. Je vous ai écouté, mais je vous demande... Nous avons... Cette stratégie de l'extérieur. Et nous sommes les seuls à l'avoir fait. Expliquer en quoi le déficit n'est pas un déficit structurel, c'est de la responsabilité des gouvernements. Quand on baisse les recettes, forcément, après on nous dit qu'il faut réduire les dépenses. C'est ça la stratégie, mais pas que de ce gouvernement-là. Le précédent l'a fait aussi. Et M. Juppé l'a fait, il y a eu quelques réformes sur les retraites. Et nous avons fait des propositions. La balle est dans le camp du gouvernement. Puisque le Premier ministre m'a dit personnellement dans son bureau, proposez-nous un projet et on fera des choix, eh bien, maintenant, on attend la réponse du gouvernement. Je veux juste préciser qu'on est prêt à discuter avec tout le monde, et comme il y a un député de La République En Marche ici, ça fait 3 mois qu'un de vos collègues m'a contacté et m'a dit, ça serait bien si on pouvait faire une audition de la CGT. 3 mois. J'attends toujours la réponse, malgré de nombreuses relances de ma part en disant on est disponible. Précisez, vous avez un collègue qui ça et Sacha Houlier, il s'appelle. C'est c'est possible d'imaginer. Les rapporteurs sont à disposition de tout le monde. Moi, j'ai réuni beaucoup de... 3 mois. Non, mais je vous le dis, les rapporteurs ont été nommés il y a quelques semaines. Ah, pardon. Absolument. Non, mais je vous le dis. Et donc, moi, j'ai toujours été avec mes collègues rapporteurs... n'est pas persona non grata au Palais Bourbon pour être entendu par le groupe majoritaire. On a été sollicité par tout le monde. On a vu tous les syndicats qui l'ont demandé. On n'a jamais été sollicité, nous, rapporteurs qui sommes responsables du texte, par la CGT. Vous regrettez le départ de la CGT de cette conférence? Je ne sais pas comment ça marche, mais voilà. Vous parlez entre vous... Non, mais je vous le dis. Non, mais vous parlez. Vous venez. Je vous dis, ça fait 3 mois... Vous venez. Il vous tend la main, vous pouvez venir. Je la connais bien, la CGT, donc vous venez. Je sais que vous la connaissez bien. Jacques Maire, je sais que vous la connaissez bien. Le départ de la CGT de cette conférence de financement. Je vous le répète, ça fait 3 mois qu'on dit qu'on est disponible pour aller rencontrer le groupe La République En Marche. J'ai cité le nom du collègue qui m'a demandé. Je lui ai fait 3 relances. Eh bien, il vous lance une invitation. Voilà. Vous verrez en dehors de ce studio. Le départ de la CGT, vous le regrettez, vous? Ou ça ne change rien à vos yeux? Vous êtes... Il n'a pas confirmé le départ jusqu'à maintenant. Hein. Je vous dis que hier nous étions présents. C'est la dernière réunion qui s'est tenue. Il y a une réunion, Dominique Corona. C'est quand la prochaine réunion? 3 semaines. Demain, il y en a une. Vous y êtes ou pas sur le financement. Non, pas sur le financement, sur la gouvernance. Non, parce sur la gouvernance. Alors vous y serez sur la gouvernance? Il y a 2 groupes de travail. Sur la gouvernance, on a toujours dit qu'on n'irait pas. Voilà, gouvernance et effectivement conférence. Alors la prochaine réunion sur le financement, c'est le 10 mars. C'est dans 3 semaines. Le 10 mars sur le financement.
Peut-être vous irez selon ce que dira le gouvernement. Vous avez compris ce que j'ai dit. Vous réservez. La balle est dans le camp. Quelqu'un a dit le contraire ce matin, on est un peu perdu. Je vous précise. Elle a dit on n'ira pas, et vous dites on ira peut-être. Non, je n'ai pas dit on ira peut-être. Je vous dis la balle est dans le camp du gouvernement. On a fait des propositions concrètes, je vous le laisse si vous voulez. Enfin, je vais le donner. Il est sur Internet, tout le monde peut le lire. Alors, comment vous accueillez cette position de la CGT ? Je n'ose plus dire départ. Non, mais d'abord, vous avez compris. Merci à LCP d'avoir établi le contact, d'abord. Mais premier élément pour nous, d'abord, c'est qu'il y a peut-être, quand je vous entends, Monsieur Martinez, il y a peut-être une incompréhension de ce qui est attendu de cette conférence. La conférence, c'est pas un dialogue. Non, mais vous avez dit que les ministres n'étaient pas là. On assume bien que les ministres ne soient pas là, parce que ce qui est demandé, c'est effectivement que patronat d'un côté et syndicat de l'autre se mettent d'accord sur un dispositif de financement du déficit jusqu'en 2027. Si cet accord est là, ce qu'a dit effectivement Édouard Philippe, c'est qu'on retire toute idée préalable et on incorpore ce résultat dans le dispositif financier. C'est pour ça qu'on peut se demander, juste permettez-moi une question, voilà. on peut se demander pourquoi vous dites que c'est le gouvernement qui est responsable de l'échec et pas le MEDEF, à la limite le MEDEF qui est partenaire autour de la table. J'ai pas dit ça, je dis que la balle est dans le camp du Premier ministre. Moi, j'ai été invité par le Premier ministre, nous y avons été, et donc je l'avais comme ça, face à moi, dans son bureau. Il m'a expliqué les règles. Vous savez, vous confondez une négociation collective, un accord national interprofessionnel, où là, c'est entre les syndicats et le patronat, il n'y a personne d'autre. Hier, il y avait un monsieur qui s'appelle Monsieur Marette, qui a été désigné par le gouvernement. Donc on n'est pas dans le cadre d'une négociation. On est dans le cadre d'une discussion. C'est tout à fait différent. Il n'y aura pas de signature ou pas signature à la fin de cette discussion. Alors, attendez, parce que là, je vais aller vers Dominique Corona. Vous y étiez. Il va vous confirmer. Oui, je vous confirme que j'y étais, oui. Et je vous confirme qu'effectivement, la CGT a présenté des propositions, mais nous avons nous-mêmes présenté un certain nombre de propositions. Le seul problème, c'est que cette réunion, c'était fait pour parler du diagnostic. Donc, on va parler du cocktail de mesures que l'UNSA a proposé depuis longtemps, et je sais que Philippe les connaît, nos solutions aussi, et que de toute façon, dans les prochaines réunions, on parlera effectivement des mesures proposées par les organisations syndicales. C'est important ce que dit Philippe Martinez. Il dit, en fait, c'est pas vraiment une conférence sociale, ou si vous trouvez un accord entre partenaires sociaux, pour le dire vite, entre syndicats de salariés et patronat, et le gouvernement reprend. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est au fond à la fin le gouvernement qui regarde et qui tranche et qui dit non à tous les arguments? Je vous rappelle que cette idée de conférence, elle est arrivée pour enlever l'âge pivot qui était inacceptable pour les salariés, injustement inacceptable. Et donc, nous avons décidé, effectivement, collectivement, nous avons proposé, effectivement, qu'il y ait une conférence des financeurs. Cette conférence des financeurs, elle doit faire quoi? D'où vient le déficit s'il y en a un? Et qui en est responsable? Parce qu'il peut y avoir... Et combien? Laurent Berger demande un chiffrage. Par exemple, là, aujourd'hui, nous avons un chiffrage en 2025. Il faut effectivement faire un chiffrage du corps en 2027 déjà, parce qu'on nous a demandé jusqu'à 2027. Donc, où est effectivement, et qui sont les responsables? Par exemple, quand vous avez la caisse des collectivités territoriales, locales, où vous avez une inflation, entre guillemets, en pourcentage des dépenses, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de retraités dans les caisses locales, et une baisse des recettes, vous avez un effet ciseau. Qui doit payer à ce moment-là sur la caisse de la CNRACL? C'est ça les questions à lesquelles il faudra qu'on réponde. Mais Dominique, elle est mornée, votre pas du tout. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, nous, à l'UNSA, je vais vous dire un truc. Je vais vous le dire très franchement. Non, attendez. Moi, je vais vous dire ce que vous me permettez. À l'UNSA, nous sommes des optimistes. Je vais vous dire pourquoi on est optimistes à l'UNSA. Parce que nous pensons qu'il faut aller jusqu'au bout de cette conférence. Parce qu'effectivement, il y a de l'argent à trouver. Il y a de l'argent, effectivement. Et je suis d'accord avec Philippe Martinez. Quand on va baisser les cotisations sociales employeurs de 16% à 1,4% pour les plus de 10 000 euros, oui, il y a de l'argent à trouver. Et oui, c'est pas augmenter le coût du travail. Oui, il y a de l'argent à trouver sur les caisses locales. On va passer de 33% cotisation employeur à 16%. Donc, oui, il y a encore de l'argent à trouver à ce niveau-là. Oui, il y a le fonds de réserve des retraites, où il y a 33 milliards d'euros. Oui, il y a les cotisations sociales employeurs, parce que par exemple, sur les employeurs, il y a une baisse. Donc il reste du grain à moudre. Mais heureusement qu'il y a du grain à moudre. Et ce qui est important, me semble-t-il, dans tout cela, c'est est-ce que oui ou non la démocratie sociale peut sortir grandie? Est-ce que oui ou non, on est capable tous ensemble, malgré nos différences, nos désaccords, de trouver un bon accord pour les assurés sociaux? C'est les syndicats et le gouvernement tous ensemble. Mais tout le monde, parce que le gouvernement est responsable aussi. Et le gouvernement ne peut pas se donner la responsabilité. Bien sûr que non. Ce pari de la démocratie sociale, on a deux positions de syndicats différents.
optimiste, l'une ça y croit encore, plutôt pessimiste, la CGT. Mais tu confirmes que ce n'est pas un accord national je confirme que c'est une conférence, effectivement, où on doit effectivement trouver un cocktail de mesures. Voilà. Ce n'est pas une négociation. Où est-ce que vous vous situez dans ces deux positions-là? Vous qui, avec les communistes, demandez le retrait de cette réforme. Moi, ce que je vois surtout, c'est que cette conférence de financement, elle est assez à l'image de la gestion par le gouvernement et la majorité depuis le début de l'annonce de cette contre-réforme des retraites. C'est-à-dire l'idée, et ça se voit, ça s'est vu aujourd'hui, on en reparlera, mais dans l'hémicycle, il y a une majorité, un gouvernement qui pense qu'ils ont raison tout seuls, qui sont persuadés qu'ils ont les bonnes solutions et qui sont absolument sourds à ce qui s'exprime dans le pays. Parce que tout à l'heure, on a regardé un sondage venant du CVPOF sur la CGT. Bon, ça peut être intéressant. Pas sur la CGT, c'est sur les syndicats. Non, mais ça peut être intéressant de discuter de ce que pensent les Français des syndicats. Mais il y a quand même plein de sondages qui sont sortis pour dire que la CGT n'était pas seule dans le pays à contester cette réforme, que les communistes et les députés de gauche n'étaient pas les seuls à contester cette réforme dans ce pays. Il y a une majorité qui pense que cette réforme, elle les emmène droit dans le mur. Et ils ont compris qu'ils allaient travailler plus longtemps et avoir des pensions plus basses. Et il y a un gouvernement, une majorité, qui n'arrête pas de nous expliquer qu'on a tout faux, qui veulent notre bien contre notre gré, et qu'en fait, ils vont nous faire du mal. Donc, ça suffit. Vous pensez que le mouvement social peut repartir? Il y a une journée d'action demain. Vous défilerez, vous? Moi, ce que je crois, c'est que, oui, d'abord, je défilerai. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que le mal est profond dans le pays. On a vu la séquence Gilets jaunes l'année dernière, les blouses blanches, le personnel de l'éducation. On a cette mobilisation historique contre la réforme des retraites. Je ne crois pas que ce mal profond qui existe aujourd'hui contre la casse des services publics, sur une aspiration tout simplement à un autre monde, à une autre vie, voilà, à un autre modèle, eh bien je ne crois pas qu'elle s'efface non seulement d'un revers de main, mais en plus avec une attitude méprisante, sourde aux propositions, puisque nous avons des propositions, et je ne crois pas qu'elle s'efface de cette manière-là. Donc oui, moi je crois qu'il y a des mobilisations évidemment qui peuvent reprendre, et je crois que la partie n'est pas gagnée pour le gouvernement. Jacques Maire. Vous redoutez, au fond, cette majorité, alors on la voit dans les enquêtes d'opinion, on ne la voit pas forcément dans la rue, parce qu'on voit bien que, ça c'est un fait, elle s'essouffle progressivement, hein, mais forcément c'est compliqué, ça coûte cher de faire la grève, etc. Mais est-ce que vous sentez, ce qu'on vous dit dans le camp d'en face, un profond rejet de cette réforme dans le pays ? Non, je sens pas ça. Je sens pas du tout un profond rejet. Je sens effectivement des demandes bien particulières, des inquiétudes partout, parce qu'on touche à quelque chose qui concerne 100% des Français. Et je sens un besoin d'explication, un besoin de débat, un besoin de clarification. Plus vous expliquez, plus les gens se rendent compte. Non, que effectivement. Et donc, de ce point de vue, le fait d'avoir de l'obstruction, on le verra tout à l'heure, rend cette explication et ce débat et cet enrichissement éventuel impossible. Maintenant, je reviens à la conférence sociale parce que c'est le sujet important. Pour expliquer sur la conférence sociale, contre-réforme. Je crois qu'il y a un enjeu extrêmement fort. Dans l'enceinte du Parlement. Madame Faucillon, vous avez toute la j'ai les oreilles qui sont bouchées parce que je suis 2 mètres en dessous de vous et vous n'arrêtez pas de hurler depuis 2 jours. Allez, on vous écoute, Jacques Maire. Voilà, et donc il est très clair que pour nous, il y a un enjeu extrêmement fort pour les partenaires sociaux. Ils en sont tous conscients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, M. Martinez, ce n'est pas une contractualisation, c'est une concertation pour proposer des solutions au gouvernement. Et comme effectivement une part des financements concerne des régimes publics, le MEDEF, par exemple, ne représente pas évidemment l'employeur public. Donc c'est vrai que l'exercice est un peu mixte. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un engagement qui est que si on respecte le retour à l'équilibre en ne touchant pas le coût du travail, je simplifie, ni le niveau des pensions, dans ces cas-là, le gouvernement y prend. Ça veut dire ça concrètement, si il y a un accord, voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas pratiquer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On peut toucher aux cotisations. Mais ça, c'est pas clair. Si, on peut toucher. Non, mais permettez. Le niveau des cotisations. Si je ne peux pas terminer, c'est pas possible. Allez-y, mais soyez précis. Le coût du travail, c'est pas le niveau de la cotisation. Le coût du travail, ça repose sur beaucoup de choses qui sont effectivement de différents types de cotisations. C'est pas les mêmes pour le public et pour le privé. Il y a effectivement le fonds de réserve, il y a d'autres choses. Il y a l'IRCANTEC, on l'a dit. Enfin, les régimes sont très différents. Mais sur le fonds de réserve, je termine. Et la CFDT dit l'argent, il faut le trouver ailleurs. Le point important n'est pas celui-là. Le point important, c'est que ce qui est proposé là, de dire est-ce que vous pouvez vous-même vous mettre d'accord, c'est une espèce de test grandeur nature de ce qui va se passer pour le système universel à venir. Et ça, tout le monde le sait dans cette salle. C'est-à-dire qu'à partir de 2022 et après, le conseil d'administration de la Caisse, il va être un peu comme l'Agirc-Arrco, sauf qu'on passe de 70 milliards pour une retraite complémentaire du privé à 320 milliards pour tous les Français. Et effectivement, le pari qui est fait, qui est de donner ce pilotage
avec effectivement une règle, quelques règles d'or, qui sont pas de remise en cause de la valeur du point, qui sont un équilibre à 5 ans. Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à trouver les solutions pour le financement de cette phase de démarrage, ils savent très bien que c'est leur visibilité à la fois pour eux-mêmes en interne et pour l'opinion publique sur la capacité à gérer le paritarisme à long terme. En fait. Et ça, tout le monde le sait, chantage ou pas. Et cette pression existe pour le MEDEF. Cette pression existe pour le MEDEF. Dominique Corona, je vous donne la parole. La conception de la discussion, c'est incroyable. Vous donnez la solution et à nous de faire l'énoncé. Mais vous avez fait ça pour l'assurance chômage. Vous avez dit il faut économiser 4 milliards, débrouillez-vous. Donc les syndicats jouent gros et le savent. C'est les Français qui jouent gros. Dominique Corona, puisque vous êtes dans cette négociation de financement. Je pense que tout le monde joue gros. Absolument. Pour moi, je pense que c'est la société qui joue gros. Quand je vois qu'effectivement 17% des Français pensent que les partenaires sociaux ne se mettront pas d'accord, eh bien moi, ça me pose un problème de démocratie en France. Et donc c'est tout le monde qui joue gros. C'est pas que les partenaires sociaux. C'est effectivement, est-ce que cette réforme que nous n'avons pas demandé, nous, à l'UNSA, elle sera acceptée socialement ou pas. Et vous avez donc une responsabilité, vous aussi lourde dans ce sujet. Précisément, avec la CFDT et à l'UNSA, les deux, précisément, sur la pénibilité, moi, ce que je vais vous dire aussi, c'est que l'alternative de financement. Moi, vous savez, nous, à l'UNSA, la porte est ouverte, on s'assoit et on parlera de tout. On mettra tout sur la table. Et si le coût du travail, il y a un accord global sur le coût du travail, eh bien, on en parlera au Premier ministre. Il ne faut rien négliger. Vous pourrez augmenter le coût du travail. Attendez, si on augmente le coût du travail, c'est revenu sur la politique économique du gouvernement. Alors les propositions. Arrêtons de parler du coût du travail, parlons des salaires. C'est la proposition. Il faut augmenter les salaires. Proposition. L'enjeu. Oui, il y a effectivement un vrai débat sur la pénibilité aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté à ce sujet. On veut mettre en place de la prévention. Très bien, dans les branches, etc. Très bien, avec un fonds de 100 milliards par la branche AT&MP, millions. Pas trop technique, s'il vous plaît. 100 millions sur la branche AT&MP, en gros, vous voulez que la pénibilité soit prise en compte. Sauf que la dans les branches il n'y en a de pas. chaque métier. Aujourd'hui, la réparation, ce n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que nous avons un MEDEF très arc-bouté aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous restez optimiste. On a l'impression que sur chaque condition que vous énumérez, il n'y a pas de. Parce que, par exemple, sur les générations qui ont été 75, nous l'avions demandé, nous l'avons eu. Parce que nous pensons effectivement sur le bilan contributif, il faut aller plus loin et que nous allons encore encranter des trucs. Parce que nous pensons, nous, que face à un pouvoir, quel qu'il soit, il faut que les syndicats soient là pour défendre les intérêts des salariés. Et donc, tant qu'on peut, on restera. Et je vais vous dire qu'on n'a pas fini sur effectivement un certain nombre de revendications. C'est soit ça, soit laisser le gouvernement mettre l'âge pivot, c'est hors de question. Et donc, hors de question. Qu'est-ce qui se passe à l'UNSA si l'âge pivot est maintenu mais attendez, moi je crois et que le gouvernement reprend ses billes. Je pense qu'aujourd'hui, le MEDEF, j'ai lu avec attention l'intervention dans les Échos de M. Godefroy de Bézieux. Le patron du MEDEF. Si le patron du MEDEF pense qu'il faut miser contre la conférence pour qu'elle échoue, parce qu'il pense que l'âge pivot reviendra, je pense qu'il se trompe. Parce que je pense que le gouvernement a bien entendu que si effectivement c'était l'âge, effectivement c'était totalement désastreux pour les assurés sociaux. Et quand le Premier ministre aujourd'hui nous dit « j'ai enlevé l'âge pivot » et je parle de mesures dans sa lettre, de mesures avec des S, et d'un cocktail de mesures, je pense qu'il a entendu effectivement qu'il n'y avait pas que l'âge. Tu l'as bien entendu dire que de toute façon on allait travailler jusqu'à 65 ans. Toi, tu n'étais pas dans l'hémicycle, tes oreilles se sont débouchées. Parce que j'étais pas dans l'hémicycle. Il y a peut-être dit 65 ans. Mais là encore, moi, on va travailler plus longtemps. On va travailler plus longtemps, tu le sais très bien. L'âge n'est pas dans le projet de loi, il est dans l'étude d'impact. 65 ans. Tout le monde a entendu. C'est dans l'étude d'impact, mais c'est pas dans le projet de loi. Tout le monde a entendu qu'on allait travailler plus longtemps, puisque le Premier ministre l'a dit. Plus longtemps, oui, mais quel du Premier ministre peut-il le confirmer? Philippe, moi, je crois beaucoup au paritarisme. Et tu le sais. Je crois beaucoup à la discussion sociale. Ça fait 2 ans et demi qu'on discute. Si le conseil d'administration doit décider d'un âge d'équilibre, eh bien, c'est nous qui le décidons collectivement. Et on verra. Et le Premier ministre peut dire 65 ans, eh bien, il peut toujours le dire. Mais c'est nous qui déciderons. Sur l'aspect social, les partenaires, et puis ensuite, on parle de la. Je pense que la question de l'âge pivot ou de l'âge d'équilibre, c'est la même chose. D'accord, c'est la même chose. Pour les gens qui nous écoutent, c'est important. Ils attendent de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qu'on nous explique en commission et dans l'hémicycle, c'est bel et bien qu'aujourd'hui, il y aura toujours un âge dit légal, qui est à 62 ans, mais qu'on aura juste le droit de partir à 62 ans. Mais que de toute façon, il y aura des cotes à 62 ans. Parce que pour la génération née avant 75, on est plutôt sur un âge pivot, un âge d'équilibre à 64 ans. Pour la génération née après 75, et c'est dans l'étude d'impact, plutôt vers 65 ans. Ce qui veut dire que pour cette génération, s'ils partent à 62, c'est 15% de décote. Et pour la génération née après 90,
on pense à nos enfants, etc. Pour cette génération-là, eh bien, eux, ça sera peut-être 66 ans et demi. Et personne ne nous contredit là-dessus dans l'hémicycle. Donc c'est ça la réalité. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut qu'il soit entendu aujourd'hui dans le pays. Il y a encore beaucoup de questions, notamment sur l'âge d'équilibre. Si vous voulez, on passe à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que sinon on n'aura pas assez de temps. On va quand même regarder cette séquence. Pas moins de 5 présidents de groupe, Jean-Luc Mélenchon en tête, sont montés au créneau cet après-midi. D'abord contre Richard Ferrand, qui présidait les séances, et aussi contre son interprétation du règlement de l'Assemblée nationale. En cause, la question des amendements identiques. Quand toutes les oppositions se lèvent, regardez ce que ça donne. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter les arguments Sur du quel Président. fondement vous... Le bon, Monsieur le Président. Oui, ben vous allez le démontrer avant de l'évoquer. Non, je ferai bien comme je l'entends. Ben non, parce que quand on fait rappel au règlement, le fond en droit... Monsieur le Président... Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée nationale. Conformément à l'article... À l'article quoi? L'article 100 du règlement intérieur. Non, non, mais attendez, on ne va pas poursuivre. Vous allez inventer je ne sais quoi. Tout ça, c'est un déni de démocratie. Je tenais à le souligner parce que ça ira devant le Conseil constitutionnel. Bien, je rappelle que la règle en vigueur a été rappelée hier en conférence des présidents. Cela figure au procès-verbal, cela n'a fait l'objet d'aucune remarque. La règle a changé, que tous les collègues comprennent. La règle n'a pas changé. Ça veut dire que des centaines de nos amendements vont tomber. On détourne complètement les débats avec cette règle d'interprétation. Monsieur le Président, lorsque ceci a été indiqué de manière extrêmement claire en conférence des présidents, il n'y a pas eu ni demande d'explication, ni observation contraire. Et on accueille Stéphanie Despierres qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Stéphanie, c'est vous qui suivez cette réforme de près. Vous avez suivi donc ces échanges tendus toute l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé précisément et pourquoi Richard Ferrand s'est retrouvé sous le feu des critiques? Eh bien, l'opposition lui reprochait son interprétation du règlement du Palais Bourbon. Le président de l'Assemblée a potassé le document. Il cherche à contrer le déluge d'amendements, mais sans se faire taper sur les doigts par le Conseil constitutionnel. Il a donc établi cette règle. Quand des amendements identiques sont déposés sur différents articles au fil du texte, si l'un est rejeté, tous les autres tombent. Et vous l'avez vu, bronca immédiate de l'opposition, surtout la France Insoumise et les communistes, qui se rendent compte que cela pourrait faire tomber de très très nombreux amendements et contrecarrer leur stratégie d'obstruction. Pour les Insoumis, Richard Ferrand a clairement changé les règles du jeu en cours de débat. Mais Richard Ferrand réplique qu'il avait bien expliqué cette règle à la conférence des présidents hier matin. Il a même lu cet après-midi dans l'hémicycle le compte-rendu officiel de cette réunion, ce qu'on appelle le PV. Alors Richard Ferrand a-t-il bien interprété le droit? Est-ce que l'opposition s'est fait piéger? Est-ce qu'hier, elle n'a pas tout à fait compris la portée de ce que le président proposait? Bref, dès 15h cet après-midi, c'était ambiance survoltée, tellement de rappels au règlement et de suspension de séance qu'on a même arrêté de les compter. Est-ce qu'on sait, au fond, si cette règle des amendements identiques tombait sur l'ensemble des articles, combien il en resterait? On est à 41 000 aujourd'hui. Eh bien, on passerait sous la barre des 40 000. Pas énorme, c'est pas beaucoup, c'est pas si énorme. Et non, parce que le chiffre en fait de l'après-midi, c'est 1184. C'est le nombre d'amendements qui devraient tomber. Ce sont surtout des amendements communistes qui sont concernés. De quoi déclencher donc la colère de Sébastien Jumel, qui a crié dans l'hémicycle à l'ostracisation des députés du PCF. On l'écoute. Vous avez désigné la sève de ceux qui ont contribué à construire le système de la sécurité sociale comme vos adversaires privilégiés. Nous prenons ça comme une légion d'honneur. Monsieur le Président, vous venez d'inventer le 49.3 du président de l'Assemblée nationale, avant le 49.3 gouvernemental. Elsa Faucillon, vous voyez les choses comme ça? Finalement, s'il n'y a que 1500 amendements à peu près qui... On refait un peu le récit. Racontez-nous. Allez, le temps de défense d'un amendement. D'abord, dire qu'on a vu un Richard Ferrand chef de clan plutôt que président de séance. D'accord. Déjà, première chose, il a défendu le récit qu'on voit à l'œuvre depuis quelque temps, qui est celui qui leur permet de faire leur passage en force en renvoyant l'idée de l'obstruction et du passage en force vers l'opposition. Bon, c'est bien rodé, tout ça, ça convainc personne, mais disons que c'est bien rodé. Ensuite, hier, on a déjà eu une première règle qui avait effectivement été énoncée en conférence des présidents, c'était que quand un article, que dans un même article, s'il y a des amendements déposés par les 16 députés du groupe, même amendement, imaginons, on dit le mot rêve 16 fois, par les 16 députés, eh bien, il n'y a qu'un député du groupe qui le défend. Cette première règle a été annoncée hier.
Nous avons contesté parce que nous disons que à la fois pour la sérénité des débats, mais aussi pour éclairer les débats, le fait qu'il y ait 16 députés qui l'expliquent, ça peut permettre d'éclairer mieux les débats. Mais là, on nous apprend quelque chose de nouveau, c'est que quand il y a un amendement qui concerne un même dispositif, donc là je donne un exemple, nous avons dit qu'à chaque endroit où il y avait écrit régime universel, nous le remplacions par régime inéquitable. Bon. Eh bien, là, c'est pas simplement quand il est déposé 16 fois par 16 députés, c'est à chaque fois qu'il intervient dans un article différent. Donc, sur des choses qui concernent des normes extrêmement différentes, puisqu'en fonction des articles, vous ne touchez pas aux mêmes choses. Vous considérez que Richard Ferrand vous a piégé, c'est ça ? Et qu'il a essayé cette technique, que nous y sommes opposés et que donc il s'est finalement arrêté à 1184 amendements des députés communistes, mais que nous avons prévenu les autres oppositions et que c'est bien qu'elles aient fait bataille commune, puisque ce que s'apprêtait à faire Richard Ferrand et la majorité, c'était bien en supprimer plusieurs milliers. Donc nous avons été attentifs, vigilants, et je pense que nous avons à la fois tenu tête, et c'est important, mais en plus gagné le fait qu'il n'y ait pas de nouveau un muselage. Alors, la majorité va vous répondre. C'est vrai que c'est rare de voir toutes les oppositions vent debout comme ça. Les Républicains, qui ne sont pas exactement dans la même stratégie d'obstruction, même s'ils s'opposent au texte. Répétez-le. La stratégie de passage en force de la majorité. C'est important de le dire aussi. Il y a une obstruction systématique assumée par Jean-Luc Mélenchon. On essaye d'être à la hauteur de la contestation du pays. Le plus total, absolument. Mais il y a aussi des Républicains qui ont beaucoup d'amendements, moins, mais qui veulent, eux, tout simplement aller vers une mesure d'âge à 65, on va le dire rapidement. Eux aussi sont vent debout, on a entendu Damien Abad. Ça ne vous fait pas un peu réfléchir ? Attention, vous prenez des risques, l'opinion, les Français vous regardent. On va peut-être effectivement expliquer un tout petit peu la chose. Moi, je suis rapporteur, donc j'ai fait l'intégralité des débats en plénière et en commission spéciale depuis maintenant une quinzaine de jours. Bon. Les amendements très nombreux, qui n'ont aucun sens en termes aucune portée, qui ne proposent pas de droit, qui n'amendent pas le dispositif, qui sont des amendements de suppression ou simplement de vocabulaire. Bon, ça a deux effets. Le premier, c'est essayer de bloquer et d'emboliser la machine pour pas arriver au bout. Et le deuxième, c'est ma part de marché, moi, groupe, dans la discussion globale. Et effectivement, 19 000 amendements dans un premier temps de la part de France Insoumise et à peu près 10 fois moins de la part des communistes. Et puis là, je pense que les communistes... On en a 12 000. Voilà, je me suis fait avoir dans cette histoire. Il ne faut pas que je me fasse avoir comme ça dans la plénière. Et donc, je multiplie par 10 mes amendements en commission, de façon à avoir effectivement une augmentation de la part de marché. Une part de marché importante. Maintenant, on reprend l'exemple de Mme Faucillon. On remplace système de retraite universel par système de retraite inéquitable. Est-ce que vous pensez réellement que quand on a 40 000 amendements, passer 1000 fois 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 000 minutes sur ce débat sur inéquitable ou universel, ça a du sens. Non, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut juste expliquer comment donc ça n'a aucun sens. En revanche, madame, si jamais la modification, elle a du sens, et ça a été dit par exemple par le groupe LR, s'il dit à chaque fois qu'il y a, par exemple, décret, il faut rajouter en Conseil d'État. Là, ça a un impact juridique. Et Richard Ferrand l'a dit, si effectivement le même formulation correspond à un enjeu juridique différent, évidemment, il sera discuté de façon totalement séparée. Bon, merci pour cet exposé de procédure parlementaire et d'utilisation, voire d'interprétation du règlement sur les amendements identiques. Comment ça va se terminer, tout ça, Stéphanie, pour conclure ? Eh bien, on ne sait pas trop. À 18h30, enfin, après 3h30 de débat, de bataille, de procédure, on a repris quand même l'examen du texte, mais dans un climat toujours très tendu, après 3 heures de droit constitutionnel. Les députés sont repartis sur les articles, sur les amendements. Alors, on verra ce qui se passe après cet épisode, mais ce qui est sûr, c'est que la bataille procédurale risque de durer dans les prochains jours. Et si ça continue, eh bien, le texte va avancer la démocratie, quand même, de faire en sorte qu'elle soit vive et qu'il n'y ait pas une majorité aidée d'un président. C'est pas un débat, de faire en sorte que ce sont des interruptions de séance. Votre petit récit, on le connaît. Voilà, c'est la droite ligne pour essayer d'expliquer un 49.3. Les citoyens, ils y voient clair. C'est un débat que vous avez sur ce plateau, sur LCP. Merci beaucoup. On vous réinvitera. C'est un débat que vous pouvez suivre d'ailleurs sur notre antenne, largement diffusé. Merci Stéphanie. Quelque chose me dit que le feuilleton n'est pas terminé. Est-ce que vous aimez l'ENA ? Oui, j'avais révélé quelque chose. J'avais postulé à l'ENA quand j'étais en lycée technique, parce que on voulait intégrer des techniciens, enfin des gens de métier dans l'ENA. Ça m'a été refusé, je ne sais pas, peut-être. Ah bon, vous allez nous dire. Je n'étais pas encore moustachu.
Et qualifié de certains mots de la part de quelques personnes. Intéressé de savoir voilà, comment se serait passé votre séjour à l'ENA. Mais on ne refera pas l'histoire. Eh bien justement, vous restez avec nous. On va en parler de l'ENA avec Frédéric Thirier qui va nous rejoindre dans un instant. Vous savez qu'il a remis son rapport sur la réforme de l'ENA au Premier ministre hier. L'ENA, la fabrique de nos élites, qui n'a d'ailleurs pas attendu la crise des Gilets jaunes pour être au banc des accusés. L'ENA, c'est quoi le problème? On voit ça avec Maïté Frémont. C'était il y a un an. À Strasbourg, les Gilets jaunes manifestent. Défiance contre les politiques et contre l'école que beaucoup ont fréquentée, l'ENA. C'est un symbole en fait d'une école de formation des politiques selon une idéologie qui consiste à écraser le peuple et à prendre la main et à garder la main sur la planète entière. Mais d'abord, qu'est-ce que l'ENA? Qu'apprennent-ils ces étudiants pour conquérir si aisément les principaux leviers de commande? Bref, qui sont ces énarques estimés, critiqués, mais dont l'efficacité est reconnue même par leurs adversaires? Bernard Boucaud, fils d'artisan. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lyoncan, fils de professeur d'université. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Pour les Français, l'ENA, c'est l'école du pouvoir. Sur ses photos de classe, cherchez le président. Jacques Chirac, promotion Vauban. François Hollande, promotion Voltaire. Ou encore Emmanuel Macron, promotion Sangor. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en pense, Emmanuel Macron? Le candidat en 2017 se défendait face à ceux qui accusaient les politiques de sortir du même moule. J'ai la tête d'un moule? L'ENA, c'est pas un moule, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà. Sauf que 2 ans plus tard, Emmanuel Macron, président de la République, ne tient pas tout à fait le même discours. Il ne s'agit pas de dire que l'ENA est mauvaise en soi, au contraire. Il s'agit de dire simplement, si on veut une réforme ambitieuse, voilà, il faut rebâtir. Résultat, une mission est confiée à Frédéric Thirier, lui-même énarque. Et dans son rapport, il y a ce verdict. Pas question de supprimer l'ENA, il suffit de la refonder, la renommer École d'administration publique. Pour les députés, il y a du bon et du moins bien. Emmanuel Macron, sur la base, je dirais, de ce ressenti, a cherché à égorger le poulet pour, si vous voulez, apaiser la colère populaire, mais parfois en proposant n'importe quoi. Ça n'est pas en faisant 3 semaines de stage avec des polytechniciens que vous allez changer drastiquement la manière dont les gens voient le monde. Il faut veiller évidemment à la diversité du recrutement, on peut diversifier les voies d'accès, mais attention, il ne faut pas se retrouver dans la situation où on reconstitue les prébendes. C'est-à-dire que les fils d'archevêques se retrouvent au meilleur poste ou dans les meilleurs rangs de sortie, ce qui a pu arriver dans l'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut refondre totalement cette école, quitte à la supprimer et à la remplacer. J'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai fait une école de formation politique, puis ensuite j'ai fait du terrain. Et je trouve que finalement, le terrain, il n'y a que ça de vrai. Le terrain, il n'y a que ça de vrai. Bonsoir Frédéric Thirier et merci d'être au rendez-vous de notre émission. Vous êtes avocat, vous êtes ancien président de la Ligue de football professionnel. Les Français vous connaissent bien et vous êtes vous-même énarque. Le président de la République, pardonnez-moi, vous a donc missionné pour réfléchir à la réforme de la haute fonction publique. D'abord, vous avez rendu à Matignon 42 propositions hier et aux surprises, c'est le contraire du rapport Borloo qui avait été classé sans suite, immédiatement après, vos propositions vont être reprises. Pas toutes, mais déjà, on a une série de propositions reprises. Est-ce que ça vous a surpris? Non, ça m'a fait très plaisir parce que le débat sur lequel nous travaillons depuis 9 mois avec mes colistières, parce qu'il se trouve que j'ai 2 compagnes de route qui sont 2 femmes ingénieures avec qui on a travaillé pendant 9 mois. Je suis très heureux que le Premier ministre ait retenu l'essentiel des propositions qui visent à faire quoi? La haute fonction publique est malade. Il y a un fossé qui se creuse entre les Français et leurs dirigeants, qu'ils soient politiques ou hauts fonctionnaires. Souvent, les Français, d'ailleurs, ne distinguent pas les deux. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de combler ce fossé. Les gens ont le sentiment que les gens qui décident pour eux ne sont pas proches de leurs préoccupations. Vous l'expliquez comment, ce fossé? Qui l'a creusé? Le système universitaire, depuis des années et des années. Le général de Gaulle, en 1945, avec Michel Debré, voulait créer l'ENA avec 2 objectifs.
l'excellence et la démocratisation. L'excellence, je pense que nous sommes au rendez-vous, je pense qu'on l'a atteint. La démocratisation est un échec. Pourquoi avons-nous aujourd'hui dans nos grandes écoles du service public 80% d'enfants de catégorie supérieure, souvent 80% d'hommes? Et pourquoi faut-il monter à Paris pour préparer les concours? C'est ce contre quoi je veux lutter. Plus de diversité. Les gens ne se reconnaissent plus dans Parlons le d'ailleurs fonctionnaire. d'abord du recrutement. Et pardonnez-moi, Richard, je ne vous ai pas salué. Bonsoir, Richard Myriam. Verly, qui vous écoute attentivement et qui a préparé une chronique justement sur cet ENA vu de nos voisins européens. Richard, qui est correspondant parisien du quotidien suisse Le Temps. Commençons par le recrutement. L'objectif numéro 1, c'est quoi? Plus de diversité, mais pas un concours à part, apparemment. Les diversités. Attention, ne parlons pas de diversité au singulier, parlons de diversité au pluriel. Diversité sociale, bien sûr. Il n'est pas normal que 80% des élèves de nos grandes écoles soient des enfants de catégorie supérieure. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas ce que voulait le général de Gaulle ni Michel Debré. Diversité géographique. Pourquoi faut-il monter à Paris pour préparer les concours? Diversité par sexe. Comment se fait-il qu'à l'école polytechnique, il n'y ait que 20% de femmes et qu'à l'ENA, il n'y ait que 30% de filles au concours externe? Ça n'est pas possible. Pour plus de diversité au pluriel, vous proposiez un concours spécial. Un concours spécial pour les élèves défavorisés en raison de leur situation économique. Pas seulement. Mais alors, si je comprends bien, pas seulement, mais c'est important parce que le sacro-saint concours unique, la méritocratie à la française, ça aurait été quelque chose de le remettre en cause. D'abord, ça n'est pas vrai historiquement, puisqu'il y a déjà existé en 1982-1983, je m'en souviens, j'étais sorti juste de l'ENA, ce qu'on appelait une troisième voie, qui était ouverte précisément à la diversité. Notamment un petit peu comme ce qui se fait à Sciences Po avec les ZEP. L'exemple des ZEP de Sciences Po est un merveilleux exemple. Mais me semble-t-il, le Premier ministre n'a pas ouvert la porte à cela. Il a ouvert la porte, en revanche, aux classes égalité des chances avec 20 nouvelles prépas et un quota de boursiers. Alors, mais pas de concours. C'est une proposition que nous faisons. Différent. Évidemment, il faut d'abord et avant tout qu'on crée de nouvelles classes préparatoires. Dans tous les territoires, une par région au moins, j'ai cité 20 classes, 400 élèves. Une au moins par région, y compris outre-mer, pour que chacun ait une chance de préparer les concours sans forcément monter à Paris. C'est une chose. La deuxième question, c'est faut-il un concours spécial pour cette population d'élèves? Un oral unique, par exemple, pas d'écrit C'est une question qui est en débat au gouvernement. Moi, je l'ai proposé. En débat, donc la porte n'est pas fermée. Mais la porte n'est pas fermée. Heureusement, on a un débat. Il faut que le public, d'ailleurs, débatte. Le gouvernement, les parlementaires, les organisations syndicales. C'est une question qui se pose. Moi, je suis pour. Je vais vous dire pourquoi. Si on veut des résultats à court terme, en termes de diversité, il faut tenter la chose. Même à titre expérimental, pour 4 ans, 5 ans. Et donc, ouvrir la porte par un autre concours. Un concours spécial. Avec les mêmes épreuves. Donc, ce n'est pas un concours au rabais. Avec les mêmes épreuves, mais un nombre de places garanti, disons 10-15%, comme l'a dit le Conseil d'État. Donc, nous sommes bordés juridiquement. Il était temps de mettre un peu son nez dans cette école-là et faire des propositions pour plus de diversité. Je pense que favoriser l'accès aux grandes écoles pour toute la population, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense que ça ne suffit pas. Parce qu'on peut y rentrer dans le cadre des diversités que vous signaliez et ressortir complètement uniformisé. Et donc, parce que l'entrée, c'est important, mais la sortie, parce que le décalage que les Français mettent entre leur vécu et le vécu de ceux qui sortent de l'ENA. Le fameux moule de l'ENA. Alors justement, on y vient. Je suis assez d'accord avec ce que dit M. Martinez, en fait. Parce que ça parce que vous avez des propositions sur le recrutement, mais sur la formation, on y vient. Mais sur la formation, d'abord, le terrain. Le terrain. Je suis d'accord. Ce que les Français reprochent à nos hauts fonctionnaires, c'est l'éloignement du terrain. Ils sont
loin des préoccupations des gens. Alors concrètement, comment on matérialise ces expériences de terrain? Parce qu'aujourd'hui, les stages, c'est la préfectorale ou les consulats, il faut se le dire, ou les belles ambassades, l'ENA. Le tronc commun pour tous les hauts fonctionnaires. Parce que, bon, on parle beaucoup de l'ENA, mais attention, il ne faut pas se focaliser sur l'ENA. Il y a 7 écoles en France qui forment des hauts fonctionnaires. Il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que l'ENA. Les commissaires de police. Oui. Les hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux, les administrateurs territoriaux, les commissaires de police, les magistrats judiciaires. Et vous les mettez tous ensemble pendant 6 mois? Tous ensemble. 7 écoles pendant 6 mois. Et là, ils apprendront d'abord les valeurs du service public. Il ne faut quand même pas oublier que quand on se dévoue au service de l'État, ça a du sens. Ensuite, la déontologie du fonctionnaire, du magistrat, du policier, et surtout des missions sur le terrain. 4 mois. Quel terrain? On va voir qui pour faire quoi? Les administrations, les collectivités, les hôpitaux, les tribunaux, les commissariats de police, où tous ces élèves, ils seront par groupe de 7, donc 1 par école, seraient affectés dans un lieu, hôpital, administration, ville, pour régler un problème déterminé, ensemble, faire un rapport, étudier et proposer des solutions. Voilà le terrain avant tout. Et à la sortie de l'école, n'oublions pas, à la sortie de l'école, de la future ENA, qui ne s'appellera pas l'ENA, qui sera profondément différente, tout le monde sur le terrain, et pas tout le monde à Bercy. Voilà, pour simplifier un peu. Proposez-leur d'aller aussi voir les syndicats, parce que les énarques parlent beaucoup de démocratie sociale sans jamais l'avoir pratiquée. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une des choses que je propose dans le tronc commun, un apprentissage de la négociation sociale, de l'histoire des syndicats et des réalités économiques et sociales. C'est fondamental. Alors, on revient tout de suite... je voulais demander pourquoi ce goût du terrain s'est perdu, parce qu'au fond, normalement, quand on se destine à être haut fonctionnaire, on sait qu'on va avoir aux commandes une agence de l'État ou une direction, on devrait s'intéresser à ce qui se passe réellement. Comment se fait-il que les énarques sont devenus hors sol? Mais le métier, d'abord la France a changé depuis 1945, création de l'ENA, le monde a changé, le métier d'administrateur de l'État a changé. Autrefois, l'administrateur de l'État, l'énarque, c'était quoi? Celui qui, dans son bureau de Bercy, écrivait des décrets, des circulaires, Mais ça n'est plus ça aujourd'hui. Le métier de l'administrateur, c'est d'être un manager d'équipe qui écoute, qui imagine des solutions. C'est un changement de culture que j'appelle de mes voeux. Un énorme changement de culture, les 6 mois de formation commune, 4 mois sur le terrain, on en a parlé, 3 semaines de préparation militaire, 3 semaines d'encadrement des jeunes en SNU, c'est l'engagement citoyen. D'ailleurs, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Tout le monde n'a pas forcément joué le jeu, la magistrature, on a senti des réticences. Et nos voisins européens, ces 3 lettres, l'ENA, ils connaissent ou pas déjà? Absolument. Alors d'abord, l'ENA est particulièrement connue parce que quand on est correspondant étranger d'un journal ou d'une télévision en France, on bute quasiment tous les jours sur l'ENA, vous l'imaginez, ou en tout cas sur les énarques. Et alors d'ailleurs, la première chose, c'est qu'il faut savoir que très souvent, le regard des étrangers, j'ai compulsé un peu la presse, est admiratif. Oui. Et il n'y a pas longtemps, un homme d'affaires basé en Suisse me disait « Les énarques français, ils sont formidables, ils parlent bien, ils comprennent bien, ils sont bien éduqués, c'est un plaisir de négocier avec eux. » Donc déjà, une première fleur, les énarques n'ont à l'étranger pas si mauvaise réputation. Mais il y a un problème, Myriam, c'est qu'évidemment, ils sont très ambitieux. Et c'est le New York Times qui l'avait dit dans un article, parce qu'ils veulent tout de suite accéder aux commandes de l'État. Et c'est peut-être un peu ça le problème, c'est la différence entre être formé pour servir l'État et se servir de l'État. Et puis, il y a une deuxième chose vue de l'étranger, et là, votre rapport touche à cela, c'est la question de l'origine hybride des élites, au fond. Parce que quand vous regardez autour de la France, ce qui est caractéristique, il y a partout des castes, il y a même un livre qui a été écrit sur la haute fonction publique à l'assaut du monde par Laurent Mauduit. Donc il y a des castes, il y a par exemple, on le sait au Royaume-Uni, les diplômés de Oxford et Cambridge, il y a en Italie la caste très particulière de la Banque d'Italie qui est absolument vénérée dans ce pays.
Il y a en Allemagne aussi une haute technocratie, mais qui sont hybrides parce qu'ils partagent le pouvoir avec des élus de terrain, ou dans le cas de l'Allemagne, même des fois avec des syndicalistes qui sont montés dans les sphères des pouvoirs. Donc au fond, votre rapport, il s'inspire un peu de l'Europe, c'est un point important. Il propose de métisser les élites, ce qui est tout à fait nouveau en France. Enfin, dernière chose, moi j'ai un conseil à vous donner. Maintenant, il y a une nouvelle mission qui vous attend, c'est de migrer à Bruxelles, parce que vous aurez constaté que le syndrome français s'est déplacé vers l'Europe. Aujourd'hui, c'est les eurocrates qu'on critique, c'est le collège de Bruges, l'ENA européen, qui est sous le feu des critiques. Donc, monsieur Thiriez, maintenant, vous partez à Bruxelles et vous proposez de réformer le collège de Bruges. Frédéric Thiriez, je me suis beaucoup inspiré des exemples européens qui sont très instructifs. Notre modèle français n'est pas de loin le seul en Europe. Il y a une chose que vous venez de dire qui est très importante, c'est servir et pas se servir. Servir et pas se servir. C'est ça la dérive des énarques aujourd'hui. Servir des égos ambitieux. Ça doit être la déontologie du nouveau haut fonctionnaire que j'aspire de mes voeux. Vous savez, Michel Debré, moi, on peut penser ce qu'on veut de Michel Debré, mais il avait quand même... qui vous a servi de guide dans cette réflexion. Il m'a inspiré. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Michel Debré disait qu'il y a 4 vertus du haut fonctionnaire nécessaires. 1, servir l'État. Ça, je pense que ça va à peu près. Mais il y avait 3 autres vertus. Servir l'humain. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne crois pas. Le sens de la décision, c'est-à-dire prendre une décision, en mesurer les risques, parfois assumer un échec. Et la dernière vertu nécessaire, parce que le temps presse. Et le dernier, pardon, c'est le meilleur, le sens de l'imagination. Ah, voilà, on va se quitter sur cette petite note d'imagination. Je peux dire un mot? Rapidement, s'il vous plaît. Le malheur de l'ENA, c'est le conformisme idéologique. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que les hauts fonctionnaires soient créatifs, imaginatifs, qui osent, qu'ils doutent. Vous leur lancez cet appel. On va suivre d'ailleurs la manière dont ces propositions vont être reprises et scruter les nouveaux énarques. Vous restez avec nous. Il lui reste 3 minutes et on en est tout désolé. Valérie Brochard pour sa chronique, sa journée à l'Assemblée. Où est-elle ce soir? Ce soir, Myriam, on va parler musique. J'arrive tout de suite. Bonsoir Valérie. De quoi nous parlez-vous ce soir? Musique? Oui, exactement. Quelques notes sur un piano, une voix, des violons. Vous le découvrez à l'écran. Enfin, j'espère que vous allez le découvrir. On y est. Voilà le titre qui représentera la France à l'Eurovision 2020. L'interprète s'appelle Tom Leb. C'est le fils de Michel Leb. Il chante bien, il chante fort. Seulement voilà, Myriam, il chante en anglais. Oh. Too bad. You are the best in me. You make it all complete. You are, you are, you are. Voilà, un refrain qui n'a pas plu du tout au député Jacques Krabal, également secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Hier, en commission des affaires étrangères, il protestait. Le choix qui est fait par la délégation tricolore dans le cadre de la chanson, le titre de la chanson dans l'Eurovision, France Télévisions, pour qui met en avant un titre en anglais que je ne vais pas citer et un refrain en anglais. Alors que, franchement, je trouve cela très interpellant et je connais votre engagement pour la promotion de la francophonie. Et donc c'est très interpellé que le ministre de la Culture lui a répondu ceci. C'est vrai que les paroles des couplets sont en français, mais le refrain est en anglais. Ça m'a peu cassé les oreilles ce matin à la radio, cher Jacques. Voilà, alors inflammation du tympan chez Franck Riester et otite interne pour André Valigny, ancien secrétaire d'État à la francophonie qui s'est empressé de tweeter « Regardez, sur France 2, je découvre la chanson qui représentera la France à l'Eurovision. 3 phrases en français et tout le reste en anglais. Il devient décidément de plus en plus difficile de défendre le rayonnement de notre langue affligeant. » Et vous alors Valérie, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien je vais vous le dire Myriam, ce que monsieur Valigny n'a pas saisi, c'est la stratégie. Aujourd'hui, tous les jeunes Européens comprennent l'anglais, ils suivent l'Eurovision sur les réseaux sociaux et potentiellement peuvent encenser une chanson dont ils comprennent à minima le refrain. Non, ce programme n'est plus ringard. Oui, cette grand-messe musicale mérite qu'on s'y intéresse. Alors que l'Europe est mal en point, l'Eurovision, c'est aussi, comme son nom l'indiquerait presque, une autre vision de l'Europe. Une Europe qui ne serait pas limitée à 27 États membres. Une Europe qui intègre la Norvège, l'Albanie
Roumanie, la Suisse, la Turquie et Israël. L'Eurovision, c'est aussi la comédie musicale des enjeux sociétaux et géopolitiques. Regardez, 1969, l'Autriche se retire du concours, refusant de participer à une édition organisée à Madrid en pleine dictature franquiste. 1978, durant la prestation israélienne, la télévision jordanienne suspend la retransmission et diffuse des images d'un bouquet de jonquilles. 2004, Conchita Wurst éveille l'Europe aux problématiques de genre. Bref, même si la chanson de Tom Lane ne soulève pas de questions politiques majeures, même si elle est en franglais, eh bien on sera tous devant le poste le 16 mai prochain. Merci beaucoup Valérie, on apprend des choses. Merci beaucoup. Bon, apparemment il a peu de chance, hein, notre Frenchie. Mais on y croit, on y croit. On croise les doigts. 2% chez les bookmakers. Merci beaucoup Philippe Martinez d'être venu sur le plateau d'LCP. Interprofessionnelle demain, grève et manifestation. Vous l'avez fait. Merci Richard Verly. Merci Frédéric Thiriet d'être venu nous détailler vos propositions pour changer l'ENA et la haute fonction publique. Très belle soirée à vous et à demain.